Alors, donc le thème de ce soir, hein, la clôture des comptes, je veux dire comme ça, comme on peut le lire, hein, c'est je veux dire, comment dirais-je, en fin d'année, en général en fin d'année civile ou en fin d'exercice. Alors tout dépend à quelle date vos comptes s'arrêtent, hein. Ça peut être 31 décembre ou ça peut être, alors on va dire 31 août, si on veut raisonner sur une année sportive. Enfin, toujours est-il que tous les 12 mois, il y a nécessité d'arrêter les comptes de l'association afin de présenter le résultat de l'exercice, mais également l'état du patrimoine de l'association à travers un document qu'on appelle le bilan. Et en même temps, alors pour les structures qui en ont l'obligation, c'est d'établir les annexes. Alors, quand vous avez un comptable, comment dirais-je, un comptable, un cabinet comptable ou un comptable dans la structure, ces documents-là ne sont pas nécessairement les trésoriers qui vont les établir, hein. Si c'est un cabinet, je veux dire, en même temps que la tenue des comptes et quand il fait la plaquette, il va éditer un petit peu tous ces documents. Mais bon, ce que je vais appeler moi ce soir document de synthèse, hein, c'est bien ce qu'on appelle le bilan, enfin le compte de résultat, le bilan et les annexes. Donc la soirée, j'ai le temps, va se décomposer en 3 temps. On va voir ce que sont les travaux de fin d'exercice. Une petite parenthèse sur les provisions. Alors là aussi, hein, je veux pas, c'est pas de vous faire un cours de comptabilité, mais bon, pour l'avoir vécu sur d'autres modules, ce sont des questions qui peuvent se poser et c'est un terme qui peut être bien agréable parfois si on a un excédent en fin d'exercice un petit peu trop important. L'expérience fait que j'ai vu quand même un petit peu de choses dans ma vie de comptable, on aurait tendance parfois à vouloir augmenter virtuellement des charges pour diminuer le résultat à présenter par exemple à des partenaires financiers tels que les collectivités. Les provisions, l'enregistrement de provisions, c'est cadré par les textes. Donc moi je ferai juste une petite présentation, un petit rappel pour dire qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Alors, ça a moins d'importance on va dire, dans le monde associatif ou dans tous les secteurs qui ne sont pas fiscalisés, puisque cette pratique comptable va avoir pour incidence de diminuer le résultat, et donc si vous êtes soumis à l'impôt, de diminuer l'impôt qui sera versé à l'État. Donc là, les services fiscaux quand on y est soumis, hein, sont très vigilants sur la nature des provisions qui peuvent être passées et sur leur éligibilité ou non. Donc là, j'essaierai pas trop de m'étendre, mais c'est quelque chose qui revient en question de temps en temps. Et un point sur la nouvelle réglementation, puisque là on va arriver donc fin 2020. Donc tous les exercices qui ont commencé au 1er janvier 2020 ou en cours d'année 2020, eh bien à partir du moment où vos structures sont tenues de présenter leurs comptes selon selon le plan comptable et selon la nouvelle, on va dire la nouvelle réglementation. Bon, il y a quelques petites choses qui sont venues se greffer à la pratique comptable qui était à faire. C'est pas une révolution en matière de tenue de la comptabilité, mais c'est plutôt en termes de présentation des comptes, notamment de constitution et d'éléments qui sont dans l'annexe pour le secteur associatif sportif, je veux dire, qui nous concerne. Il y a d'autres éléments dans cette nouvelle réglementation qui concernent toutes les associations et qui sont alors reconnus d'utilité publique et pour lesquels les legs et compagnie sont une forme de financement importante. Là, il y a des règles bien particulières qui ont été mises en place. Mais là, nous, on n'en est pas nécessairement concernés. Maintenant, si vous avez des questions sur ces sujets-là, je pourrais peut-être pas vous répondre ce soir, mais j'ai la documentation, j'ai l'information, je pourrais vous communiquer l'information dans un second temps. Voilà. Donc les travaux d'exercice, eh bien, ça consiste en quoi déjà? C'est de s'assurer du traitement convenable des opérations d'enregistrement, c'est-à-dire que
Alors, je vais dire, dans un fonctionnement classique, dans une structure qui a quelqu'un qui va tenir alors la comptabilité ou la trésorerie au fil du temps, bien, à un moment donné, donc à la date de clôture qui est fixée alors dans nos statuts, on va vérifier que tout ce qui doit être enregistré a bien été enregistré. Et alors, le caractère définitif des enregistrements, c'est que normalement, là je vais mettre beaucoup de formes parce que dans la pratique, c'est pas le cas, mais normalement, quand vous enregistrez avec un outil informatique la comptabilité, on devrait valider toutes les écritures au fil des enregistrements. Dans la pratique, ça ne se fait pas. Toutes les écritures peuvent être modifiées en cours d'exercice. Mais voilà, je veux dire, pour ceux qui auraient connu la comptabilité d'avance sur cahier, une fois que l'écriture était enregistrée sur le cahier, il était hors de question de la gommer, puisqu'on ne pouvait pas utiliser de crayon à papier, c'était à la plume ou au stylo, enfin bref, donc il fallait repasser des écritures dans l'autre sens. Donc, mais l'objectif des travaux de fin d'exercice, c'est bien de figer les différentes opérations qui figurent dans les documents comptables. Alors, on va faire quoi dans ces travaux de fin d'exercice alors? C'est une trame, c'est un outil qui sert pour l'ensemble de la comptabilité. Donc il y a des choses qui ne vont pas concerner les associations sportives. Donc on va faire le point sur l'inventaire des matières en stock. Vous avez commandé en fin d'année, ou vous gérez un stock de tenues, par exemple, que vous fournissez à vos athlètes. Si vous avez commencé à gérer ces tenues sous la forme d'un stock, alors pareil, hein, je ne le rappellerai pas, mais on en revient souvent à la permanence des méthodes et aux principes comptables. Eh bien, à partir du moment où on a commencé à mettre quelque chose en place, eh bien, on répète les opérations, sauf si je gère le jour où il n'y a plus de stock, ben, il n'y a plus de stock. Hein. Donc ça, c'est une chose qui peut se faire. Alors, passer en revue tous les postes de bilan. Là, on va être sur une gestion, je vais dire, de la comptabilité selon le plan comptable général. Donc, je rappelle, enfin, les postes de bilan dans la balance, c'est tous les comptes qui commencent de 1 à 5. Hein, c'est tout ce qui concerne le patrimoine de l'association. C'est-à-dire les premiers, ça va être les réserves et les comptes de report à nouveau, c'est-à-dire qui concernent les résultats antérieurs qui ont été cumulés et comptabilisés dans les comptes. Tout ce qui va être tous les biens immobilisés. Vous avez acheté du matériel, et un matériel qui reste de façon durable dans la structure, un poste informatique par exemple. Il est acheté et il est utilisé sur plusieurs années dans la structure, donc normalement, comptablement parlant, il n'a pas été enregistré dans un compte de charge, mais dans un compte d'immobilisation. On va pratiquer les amortissements à côté pour étaler la charge sur plusieurs exercices. Mais donc, dans ces travaux de fin d'exercice, eh bien, on va aller vérifier donc les biens qui sont immobilisés. Ça va permettre d'ajuster, d'établir et de calculer les dotations aux amortissements qui sont des charges calculées qui font l'objet de ces opérations à cette époque de l'année de la vie de l'association, de la vie je veux dire, financière de l'association. Les dépréciations éventuelles, ça c'est là aussi, alors c'est un lien avec les stocks. Hein. Vous avez des vieilles tenues qui ont 10 ans. À un moment, il va falloir peut-être se dire, alors donc elles sont valorisées dans vos comptes pour leur valeur d'achat, leur valeur d'acquisition. Non, ça fait 10 ans que c'est dans vos comptes. Je veux dire, ça ne vaut plus ça n'a plus la même valeur du fait de la vétusté, du fait de l'ancienneté.
Eh bien, il va falloir peut-être déprécier comment dirais-je, ces matériels qui sont dans vos stocks. Donc, ben, alors il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, je veux dire, universelle, je vais dire. Hein. C'est vous, en tant qu'administrateur de l'association, qui allez dire, bah, vous allez peut-être dire, bah, moi, tous ces t-shirts, toutes ces tenues que j'ai dans mes comptes depuis autant de temps, ça n'a plus de valeur, je mets tout à zéro, donc on va les supprimer des comptes. Donc ça va avoir une incidence sur le compte de résultat, puisque ça devient une charge qui va être enregistrée dans le compte de résultat. Mais bon, voilà, donc on est toujours dans ces comptes dans l'analyse et la justification des comptes de bilan. La ligne suivante, anticiper les événements futurs. Bien si, à votre connaissance, au moment de l'élaboration des comptes, de la clôture des comptes, il y a un litige prud'homal, par exemple, hein, qui naît, eh bien, il va falloir que dans vos comptes que vous êtes en train de clôturer, vous en teniez compte et éventuellement, ben là, passer une provision pour enregistrer une charge éventuelle qui n'arrivera peut-être pas. Mais il y a un litige qui naît sur l'exercice que vous êtes en train de clôturer. Et selon les principes comptables, hein, vous êtes, alors je vais dire, dans l'obligation, vous êtes tenu d'enregistrer une charge potentielle liée à ce litige, qui se dénouera peut-être par la suite. Mais voilà, c'est ce principe-là. Donc, en général, on pense à des problèmes de prud'homo, mais ça pourrait être un litige avec un fournisseur, un litige avec un client, voilà. Et enfin, se questionner sur les dettes contractées qui n'auraient pas encore été enregistrées, c'est-à-dire que là, bon, on va aller regarder les factures clients, les factures de prestations que vous avez pu émettre au cours de l'année, si elles ont bien été toutes réglées par vos clients ou usagers. Les charges payées en avance, eh bien, on va aller regarder dans les comptes si l'assurance, par exemple, votre clôture, vos comptes, vous les clôturez au 31 décembre, mais votre contrat d'assurance, il a été souscrit du 1er avril au 31 mars. Donc, votre appel de cotisation, il va courir sur la période de votre contrat d'assurance. Et donc, si vous clôturez au 31 décembre, eh bien, vous allez avoir payé sur l'exercice un trimestre qui concerne l'exercice suivant. Donc, ce sont des travaux comptables qui sont à faire. Ça va permettre d'avoir l'image la plus fidèle possible de votre activité, toujours pareil, selon les principes comptables, de façon à rattacher les charges à l'exercice correspondant. Alors, comme permanence des méthodes, on reproduit toujours la même chose, les mêmes méthodes, il se peut que ça n'ait pas d'incidence au final sur votre compte, puisque l'année précédente, vous aurez eu cette quote-part d'assurance, par exemple, qui avait été, on va dire, enlevée comptablement parlant de vos charges, mais vous aviez rajouté on avait refait l'opération inverse en début d'exercice suivant. Au final, ce qui est important quand on fait ces opérations, on va dire, de contrôle également sur les produits qui n'auraient pas été encore enregistrés ou les produits encaissés d'avance, c'est de s'assurer que dans nos comptes de charge, on n'a bien que 12 fois une dépense qui correspond à, on va avoir 12 loyers, on va avoir 12 factures de téléphone, par exemple, s'il n'y a qu'une seule ligne de téléphone. Voilà, c'est de s'assurer qu'on ait bien les charges qui concernent à l'exercice qui vient de s'écouler. Est-ce qu'il y a des questions par rapport je dirais, à ces principes-là, ce que je viens de vous dire? Alors, bon, là, je vais déjà en avoir une partie, mais donc, ouais, alors, oui. Moi, j'ai une question par rapport au stock. Oui. C'est des choses obligatoires. Il faut que ce soit forcément présent.
Non, pas nécessairement. Alors, c'est un petit peu haché, hein, Ouais, mais bon. Mais par rapport au stock, alors c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. d'accord. Voilà, il y a pas d'obligation. Simplement, si vous avez acheté pour 10 000 euros de tenue au mois de décembre, euh, Ouais, à la fin décembre, ou enfin le mois qui va correspondre à votre mois de clôture, euh, vous allez avoir 10 000 euros de dépenses, mais mhm, peut-être que ces 10 000 euros ne sont pas totalement imputables à l'exercice. Donc c'est pour ça que, d'accord. en général, les tenues, bien souvent, quand on est sur un volume important, euh, les tenues sont distribuées, je vais dire, à un moment, et à la fin de l'exercice, s'il en reste un certain nombre, eh bien, on va On donc les compte. on les compte en stock, donc ça vient diminuer la charge sur l'exercice. Ok, On réintègre ça après dans les charges de l'exercice suivant, c'est pas perdu, mais au moment l'année de clôture, eh bien, ça va diminuer mathématiquement vos charges, donc améliorer le résultat sur l'exercice. Après, vous les récupérez, vous continuez à les distribuer, puis à un moment, bah, il se peut que ce soit à zéro. d'accord. Voilà. Ok, merci. Donc, alors bon, les comptables, après, c'est du vocabulaire aussi, hein. Donc, ces travaux de fin d'exercice ou d'inventaire aussi. Donc, ça va concerner, enfin, donc, on va réviser les comptes. Donc, on va alors apurer les comptes d'attente, parce que bah, il y a certains comptes du plan comptable que l'on utilise pour aller, je vais dire, plus vite dans les opérations de saisie, ou quand on ne sait pas dans quel compte on va affecter telle ou telle opération. Eh bien, la première chose à faire la première des choses, voilà, dans ces travaux de clôture, c'est on va dire, de nettoyer, d'affecter tous les mouvements qui ont pu être enregistrés dans ces comptes d'attente. Alors, c'est peut-être pas le cas dans vos structures, hein, si la comptabilité n'est pas enregistrée avec un outil informatique spécifique. Mais voilà, si vous avez des choses qui sont pour lesquelles bah, vous ne savez pas, ou vous attendez une réponse pour, bon, il faut déjà commencer par affecter tout ce qu'il y a à affecter. Ensuite, bah, on va justifier les comptes de trésorerie, c'est-à-dire que on prend bah, les relevés de banque, hein, les relevés de livret s'il y en a, la caisse également si vous avez un petit peu d'espèces, et on va vérifier si les soldes bancaires ou les soldes de caisse correspondent à ce que l'on a en comptabilité. Si c'est OK, bah, pas de problème. S'il y a un écart, ça va être d'essayer de justifier les écarts qui peuvent exister. Alors, sur les comptes bancaires, ça peut s'expliquer très rapidement, hein, dans la mesure où si vous avez émis des chèques qui ne sont pas encore débités, automatiquement, vous avez un écart entre votre solde, ce qu'on appelle le solde comptable, et le solde relevé. Celui de justifier les comptes de tiers, donc clients et fournisseurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On va avoir fait les rapprochements entre les règlements de nos factures et les règlements des factures qu'on a à faire auprès de nos fournisseurs, et de se rendre compte dans les règlements, alors ce qu'on appelle client ou usager, qu'il n'y ait pas trop de factures qui restent impayées. Des factures qui ne sont pas payées, c'est de l'argent qui n'est pas sur le compte, donc quand on n'est pas en difficulté de trésorerie, c'est vrai qu'on peut être un petit peu laxiste dans ce type de suivi si c'est le cas. Mais voilà, sinon si au-delà de 3 mois de retard, bon, bah, il faut peut-être se poser des questions sur est-ce que cette facture sera bien réglée à un moment ou pas. Si on a des doutes, là aussi, nécessité de passer une provision éventuellement pour créances douteuses. Mais alors, dans la pratique, j'allais dire au quotidien, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre faire de la comptabilité pour une association ou faire de la comptabilité pour une structure du secteur marchand. Les principes sont les mêmes, sauf que
le résultat ne va pas avoir la même incidence, dans la mesure, je le redis encore, hein, mais je vais le redire souvent, c'est si on n'est pas fiscalisé, si on oublie de passer une provision ou si on oublie d'enregistrer quelque chose, c'est pas gênant. L'image fidèle ne sera pas là, mais bon, c'est pas, je veux dire, ça ne remet pas en question la situation de la structure. Voilà. Par contre, si vous êtes une structure fiscalisée, même une association peut être fiscalisée, là, oubliez d'enregistrer une facture d'achat, par exemple, eh ben, ça peut être pénalisant si vous avez de l'impôt à payer derrière, vous n'avez pas déduit une charge, bon, ça va peut-être vous faire payer un petit peu plus d'impôt. Donc voilà, tous ces travaux-là, ça permet aussi de... Alors moi, je dis de nettoyer les comptes, mais d'avoir les comptes les plus corrects possibles pour que ne pas avoir trop à payer s'il y avait de l'impôt à payer, que ce soit le plus juste possible. Alors, justifier les autres comptes, c'est-à-dire les comptes de tiers clients et fournisseurs, ça c'est une partie. Après, si vous avez des salariés, eh bien, il y a tous les comptes de tiers qui concernent la masse salariale, les cotisations et les salaires à payer. Donc là aussi, il y a nécessité de faire des rapprochements entre les bordereaux de déclaration qui sont faits mensuellement et les sommes qui ont été payées par votre structure pour honorer les cotisations qui étaient à régler. Là, on était sur tout ce qui concerne donc les comptes de bilan et justifier, analyser les comptes de gestion, c'est-à-dire que là, on va regarder les comptes, donc l'ensemble des dépenses qui ont été faites, l'ensemble des produits qui ont été enregistrés, et on regarde si tout ça est cohérent, si dans les 6, on a un loyer, si on a bien nos 12 factures de loyer, si notre assurance, si elle couvre, elle est sur 2 années, si on a bien fait les opérations pour ne faire figurer dans les comptes que ce qui concerne l'exercice en cours. Voilà pour ce qu'on appelle la révision des comptes. Alors, je vais dire un petit outil. Alors, quand on fait ça, régulièrement, alors moi ça m'est facile de dire ça parce que c'est mon métier, mais dans la mesure où la révision des comptes, c'est quelque chose qui se fait tous les ans, il y a des éléments qui sont repris d'un exercice à l'autre. Donc l'idéal, c'est d'avoir un dossier de travail. Voilà, moi ce que j'utilise, c'est une feuille Excel, et puis en fonction des comptes que je veux justifier, je crée un onglet et j'y inscris les éléments qui me permettent moi de justifier mon solde comptable. Il devrait être à 0. Il y a encore une somme qui figure dans les comptes. Eh bien, le détail, la raison, c'est un salaire n'a pas été payé intégralement parce qu'il y a eu une erreur dans le calcul du bulletin. Voilà, ça permet d'avoir des éléments de réponse quand vous présenterez les comptes en assemblée générale ou de justifier de provisions éventuelles qui pourraient être passées à l'administration fiscale ou également à un contrôle URSSAF sans même les impôts, mais je veux dire l'URSSAF qui fait du contrôle lorsque vous avez des salariés peut vous poser des questions sur l'intégralité de vos comptes. Ils y ont accès et peuvent poser des questions sur alors j'allais dire le mode de calcul des congés payés. Non, parce que ça n'a pas d'incidence sur les cotisations, mais je veux dire, la réduction Fillon, par exemple, ça peut faire, ça fait l'objet de toute façon d'un contrôle si c'est vous qui gérez la partie sociale. Ça fait l'objet d'un contrôle. Si vous, dans vos travaux, on va aller vérifier, un petit peu si ce qui a été déclaré correspond bien à la réalité. Voilà pour je vais dire le préambule, quelque chose d'assez rapide sur ce que l'on appelle les travaux d'inventaire et ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vais continuer avec les provisions. Donc, là, pour pouvoir enregistrer une provision dans la comptabilité,
il faut que la charge, on va dire, soit probable. Alors, on va être un petit peu sur le conditionnel là dans le cadre de la définition des provisions, parce que c'est pas quelque chose qui s'est réalisé, c'est quelque chose qui va peut-être se réaliser, mais comme il y a potentiellement un risque qui naît sur l'exercice, eh bien, il y a nécessité de faire un enregistrement, enfin de faire un calcul pour pouvoir valoriser ce risque et l'enregistrer dans les comptes. Avec un dénouement plus ou moins proche, hein, si on est sur un litige prud'homal, c'est sûr que ça ne va pas se régler dans les 3 mois qui suivent, donc on va être sur quelque chose qui va aller dans la durée. Et pour un montant alors qui est estimable, mais qui n'est pas connu définitivement au moment où vous clôturez. Sauf si à la clôture, mais non, même pas, parce que j'allais dire, sauf si vous avez le jugement, un litige prud'homal, vous avez le jugement qui tombe, mais la procédure a été commencée avant, donc la provision, ou alors la provision a commencé au 1er janvier, et le litige est né au 1er janvier, et toute la procédure a eu lieu, et vous avez le jugement au 31 décembre, où vous avez connaissance du jugement, et donc d'une éventuelle, on va dire, condamnation, enfin d'indemnité à verser, au moment où vous enregistrez, vous faites vos travaux de clôture. Alors, en sachant que donc ces travaux, de toute façon, quelle que soit la date de clôture, hein, je veux dire, vous les faites pas le jour même, vous les faites après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour présenter les comptes, il y a un délai de 6 mois. Toute structure qui a perçu des fonds publics est tenue de rendre compte de l'utilisation de ces fonds dans les 6 mois au plus tard après la date de clôture. Donc, une clôture au 31 décembre, vous avez jusqu'au 30 juin pour présenter vos comptes à la collectivité qui vous a financé. Alors bien souvent, ils nous font pression et on nous demande les comptes clos, alors pour des associations, on va dire, comment dirais-je, dans les villes, avant le vote du budget qui a lieu entre mars et avril. Donc on est la limite de 6 mois est malheureusement pas, j'allais dire pas respectée, mais bon, alors tout dépend quelle relation on peut avoir avec nos élus et nos collectivités, mais bon, il n'y a pas, voilà. Parfois, ils sont un peu impératifs et moi, ça me gêne parfois. Et à titre perso, j'aime bien rappeler qu'on a 6 mois pour remettre et présenter nos comptes. Donc, qu'ils ne fassent pas trop de véhémence à réclamer parfois. Maintenant, voilà, tout dépend les relations que l'on peut avoir avec les collectivités. En termes de provision, il en existe, alors, j'allais dire deux types. Alors, les provisions réglementées, là, c'est juste pour vous en parler, mais pour vous dire qu'elles existent, c'est quelque chose qui découle d'une loi et qui va exonérer donc provisoirement une partie des bénéfices. On est quelque chose sur de bien spécifique. Ça va être des provisions pour hausse de prix ou pour fluctuation des cours. Donc c'est quelque chose de bien précis qui ne concerne pas le secteur associatif. Et dans les provisions réglementées, alors pour ceux qui ont fait de la comptabilité, et quand on immobilise, alors si on veut faire de l'optimisation fiscale, on peut pratiquer les amortissements dérogatoires. Les amortissements dérogatoires rentrent dans le cadre de ces provisions réglementées. Donc moi j'ai jamais vu le cas dans le monde associatif. Donc il existe ce type de provision, mais on n'en est pas concerné. Nous, ce qui va plutôt nous concerner, c'est ce qu'on appelle les provisions pour risques et charges.
Alors, on va voir. Donc, les provisions pour risque, eh bien, c'est comme je le disais, hein, j'ai un problème, enfin un problème prud'homal ou un problème avec un fournisseur ou un client. Donc ça va. Alors là, on va avoir les codes du plan comptable qui correspondent. Hein, c'est pour information. Hein. Les provisions pour pensions et obligations similaires, ça c'est ce qui concerne les provisions pour engagement de retraite. Là, on peut y être concerné. Et si ce n'est pas pratiqué dans vos structures aujourd'hui, si vous avez des salariés, je vous encourage vivement à enregistrer les provisions pour engagement, enfin une provision pour engagement de retraite, parce que quand le départ en retraite d'un salarié, ça arrive, et que cette provision n'a pas été faite depuis un certain temps, hein, ça peut mettre en difficulté la structure parce que il va y avoir une sortie de trésorerie à faire. Alors, le fait de passer une provision ne va pas nécessairement permettre d'avoir la trésorerie, mais comme on est sur c'est une charge calculée, ça permet de s'assurer au moins, quand on a des provisions au bilan, de voir si le niveau des disponibilités, toujours pareil, hein, au bilan, donc à une date déterminée, bien précise, hein, permet de couvrir le niveau des provisions qui figurent dans nos comptes. Je dis ça parce que dans une structure, un directeur qui avait toujours été dans cette association est parti au bout de 30 ans, alors il n'avait peut-être pas été tout le temps, mais bon, au bout de 30 ans de bons et loyaux services, il est parti en retraite. Il n'y avait pas eu de provision pour engagement de retraite de passer à ce moment-là. Eh bien, quand il est parti en retraite, la structure n'ayant pas la trésorerie, déjà a dû faire un emprunt à court terme pour pouvoir honorer cette dette. Mais en plus, dans les comptes, dans les comptes de l'année de départ en retraite, ça a eu une forte incidence, puisque le fait de passer la provision, donc on est sur un risque potentiel, oui, on va dire, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, quand l'événement se produit, comptablement parlant, on va aller récupérer les sommes qui ont été mises dans ce compte de provision. Ça va être comptabilisé dans les produits sur l'exercice, donc dans le compte de résultat, et ça va venir atténuer la charge. Voilà, donc c'est de la technique comptable, mais bon, ça on peut le faire. Provision pour restructuration, eh bien, oui. Il y avait une question de Yannick là, lors du départ en retraite d'un salarié. Une provision est-elle obligatoire? Autrement dit, une prime à la retraite est-elle obligatoire? Yannick, si vous voulez détailler un peu votre question, vous pouvez le faire à l'oral si vous voulez. Oui, c'est juste que je n'ai jamais eu à traiter ce cas et je me posais la question lorsqu'on a un salarié dans l'association et que ce salarié part en retraite, lorsqu'il part, on lui dit au revoir, merci, ou est-ce que c'est obligé, je suis exprès est-ce que c'est obligé de lui faire une prime, entre guillemets, en plus de son dernier salaire, et dans ce cas, comment on la calcule? Et voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Alors, de toute façon, ça va être la convention collective du sport qui va s'appliquer. De mémoire, alors oui, il y a une prime, une indemnité de départ en retraite. Alors, qui doit être calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement. Alors, de mémoire, un quart de mois par année travaillée pour les salariés de moins de 10 ans d'ancienneté, je crois. Mais ça, je vous enverrai la fiche exacte. Et parce que là, c'est l'exemple pour une autre convention, mais normalement, il n'y a pas trop de différence entre l'animation et le sport. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une indemnité de départ en retraite à verser. Le traitement de l'indemnité ne sera pas le même en termes d'impôt sur le revenu et de soumise à cotisation si le départ est volontaire, enfin est lié à la volonté du salarié ou à la volonté de l'employeur. Là, il y a cette petite variation. Et alors,
pour ce qui est de la provision pour engagement de retraite, je disais, hein, moi je vous encourage fortement, même s'il n'y a pas de caractère obligatoire, moi je vous encourage à le faire justement pour mettre, dès maintenant de côté de l'argent qui permettra de, alors non pas de verser, parce que si vous avez s'il y a des exercices déficitaires, l'impact pourra se faire sur la trésorerie. Donc le lien il n'est pas direct, mais si vous avez passé des provisions, donc vous avez mis de côté de l'argent pour ce risque potentiel de départ en retraite d'un salarié, le jour où le salarié part en retraite, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, eh bien vous allez reprendre tout ou partie de la provision qui a été enregistrée les exercices précédents, ce qui va faire que l'année de départ en retraite, l'incidence elle va être nulle dans vos comptes. Vous allez enregistrer, vous allez comptabiliser l'indemnité de départ en retraite, et comme ça a déjà été provisionné, eh bien on va récupérer le même produit pour atténuer cette charge. Donc en fait, on peut faire des provisions sur, je sais pas, si on a un salarié qui arrive, qui a 5 ans par exemple, je prends un exemple, à 5 ans de la retraite, on peut faire des provisions sur 5 ans, par exemple, pour petit à petit arriver au montant qui sera nécessaire. C'est-à-dire on peut transbahuter de résultat en résultat et en les augmentant des provisions pour aller jusqu'au bout, ou il faut le faire juste dans la dernière année? Ah non, il faudrait le faire dès maintenant et tous les ans recalculer la provision pour engagement de retraite et enregistrer la variation entre l'année précédente et l'année suivante de façon à constituer la réserve qui couvrira l'indemnité de départ en retraite. Alors il y a une méthode qui est simple et pour moi qui est logique mais qui n'est pas appliquée, mais bon, qui est logique, c'est tous les ans de partir sur l'hypothèse que votre salarié il partira en retraite, de calculer son indemnité de départ en retraite là et de tous les ans de la recalculer comme c'est basé sur le salaire brut. Eh bien, on va avoir une variation d'une année pour l'autre et d'enregistrer la variation dans les comptes. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ou pourquoi faire compliqué plutôt quand on peut faire simple? Le calcul de la provision pour engagement de retraite va prendre en compte le taux de mortalité, va prendre en compte la probabilité que le salarié sera encore dans la structure dans 10, 15, 20 ans. Alors il existe des petits outils qui intègrent, qui prennent en compte ça, hein, mais il existe aussi des logiciels spécifiques en cabinet pour calculer de façon plus précise cette provision pour engagement de retraite. Mais voilà, bon, ça fait appel à des tables de mortalité, enfin des choses un petit peu plus. Mais je veux dire, si vous voulez le faire et de façon très simple, c'est de calculer l'indemnité de départ en retraite qu'il y aurait potentiellement à verser et tous les ans d'enregistrer une quote-part de cette indemnité, de façon à ce que au bout du compte en fait, hein, qui est des provisions suffisantes pour couvrir la charge. Alors pareil, si vous commencez, je vais dire permanence des méthodes, à partir du moment où on a commencé, là, on le fait tous les ans. Et moi je ne fais pas de différence entre des salariés qui ont 1 an, 2 ans, ou des salariés qui ont 10, 15, 20 ans dans la structure. Quand je calcule ma provision pour engagement de retraite, je prends l'ensemble des salariés. Maintenant, voilà, bon, c'est une charge supplémentaire, ça peut avoir une incidence sur le résultat final. Mais là aussi, hein, c'est pas grave, ça s'explique. Il y a une explication logique au déficit à partir du moment où, sur le cœur de métier, la structure gagne de l'argent. Merci. Des provisions pour impôts également que l'on pourrait avoir à passer si on était concerné par l'impôt.
Le renouvellement des immobilisations, alors là, c'est bon, c'est pas juste pour remplacer, on va dire, un ordinateur, mais c'est vrai que là, on va être sur des types de provisions, enfin des natures de provisions un petit peu plus, on va dire, enfin pas conséquentes, mais qui peuvent nous concerner des structures importantes. Là, vous avez tout un parc informatique, par exemple, à changer. Eh bien, vous pouvez très bien dire, je vais étaler le renouvellement, c'est-à-dire que je vais prévoir un renouvellement le faire dans 3 ans, mais dès maintenant, je commence à mettre de l'argent de côté. Le principe de la provision, c'est ça, hein, on va calculer une somme que l'on va mettre de côté, entre guillemets, et pour l'utiliser à un moment bien précis. Pareil, la provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Est-ce que j'en ai encore un autre ou pas? Non. Ça, c'est un petit peu la même nature que pour les immobilisations. Vous avez un immeuble, vous voulez refaire, vous avez 1000 m² de couverture à refaire. Ça fait trop à sortir sur un exercice, vous dites, bah, moi je vais provisionner pendant 3 ans pour refaire la couverture de mon bâtiment. Ben voilà, c'est possible, ça rentre dans les critères, là vous pouvez. Et les autres provisions pour charge, c'était là aussi, bon, des frais de grosse réparation. Là, sur plusieurs exercices, on est par exemple sur du bien immobilier. Vous avez des grosses réparations, changement de chaudière par exemple, une grosse chaudière. Ça peut rentrer dans ce cadre-là. Je disais tout à l'heure, mais parce que je l'ai vu et parce que dans les comptes, c'était la seule explication qui pouvait y avoir pour qu'on trouve un compte de provision, approvisionné dans le bilan. Vous avez un exercice, vous dégagez un excédent pour vous qui est trop important sur un exercice. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir dire je vais passer une provision pour diminuer mon résultat et peut-être maintenir la subvention, le financement de la collectivité que j'avais par ailleurs. C'est pas possible. Comptablement parlant, ça ne s'entend pas. Maintenant, j'ai dit, ça s'est fait à une époque. Et moi maintenant, parce que l'exemple que je prenais, j'avais dans une structure, et vous l'aurez, de toute façon, ça a dû être envoyé en modèle de bilan. On va le voir après, mais j'avais dans une structure une provision qui avait été passée, il y a très longtemps, et le compte provision donc était toujours, il y avait toujours ce montant-là dans les comptes. Et bien à un moment, c'est la mairie qui a posé des questions sur cette provision, et les collectivités maintenant, elles ont le vocabulaire comptable, elles savent lire les documents comptables. Donc, et là c'était le cas. Ils ont demandé est-ce que le montant qui était en provision dans les comptes, est-ce qu'il était encore bien justifié, d'où il venait. Donc il a fallu aller rechercher. Et au final, très honnêtement, dans les années où ça a été passé, parce que c'est 2 provisions qui ont été passées, alors, la raison, elle était un petit peu tortueuse, hein, mais c'est tout simplement parce que le résultat était trop important par rapport à ce que versait la collectivité, et les administrateurs à ce moment-là ont préféré. Il n'y avait pas d'incidence fiscale, donc là aussi, hein, c'est pas bien parce que ça répond pas aux règles comptables et aux principes comptables tels qu'on peut les lire et les pratiquer par ailleurs. Mais voilà, l'objectif c'était de diminuer le résultat, donc on a créé une charge fictive qui a permis de mettre cet argent de côté. Donc, cet argent, la trésorerie en plus, c'est une structure qui ne perdait pas d'argent, donc cette provision, ce trop perçu à un moment, figurait toujours dans la trésorerie disponible. Donc ça n'a pas, le fait de reprendre la provision, en plus l'année de reprise de provision, ça a généré un résultat exceptionnel. Donc voilà, mais voilà, pour vous dire que la pratique des provisions, c'est quand même
c'est quand même cadré par les textes, on va dire la réglementation comptable. Et je veux dire, alors, doublement ou triplement quand, si vous êtes fiscalisé, là, l'administration fiscale va savoir remettre en question comment dirais-je, la remise en état de la couverture de l'immeuble que vous avez, peut-être pas. Peut-être que le changement de chaudière que vous avez mis en autre provision pour charge, ils pourront peut-être contester. S'il y en a que pour 50 000 € et que vous avez 10 millions de budget, ils pourront peut-être vous dire, attendez, là c'est plutôt une charge courante et pas une... donc on réintègre ça dans le résultat et on soumet ce résultat à l'impôt, et en même temps on va passer peut-être des majorations parce que vous avez peut-être voulu tricher. Voilà, bon. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais alors voilà, bon, je ne sais pas si on le voit bien, mais sinon je pourrais vous demander à Sarah qu'elle je renverrai qu'elle vous le renvoie en plus grand. Et ça, c'est un arbre qui permet de voir si vous vous posez une question sur une nature de dépense que vous pouvez avoir. Est-ce que je dois passer une provision ou pas? Eh bien, ça... le fait de répondre oui ou non, on arrive, si on répond à oui le début, l'obligation est-elle le résultat d'un fait générateur situé avant la clôture? Alors on est bien avant, on examine la situation, c'est bien, vous clôturez au 31 décembre, est-ce que mon litige, il naît bien avant le 31 décembre? Oui, bon, alors on va descendre. Y a-t-il une sortie de trésorerie probable? C'est un litige avec un salarié, je peux être condamné à payer des indemnités, oui. L'estimation, elle est fiable? Oui, non. Si c'est un litige avec un salarié, oui, de toute façon, puisqu'à un moment, il va y avoir, il se peut qu'on soit condamné. Donc là, alors non, ce qui est rare, mais ce sera quand même à faire une mention, indiquer le passif éventuel, mais ce sera là, on va parler de l'annexe, mais ce sera éventuellement à inscrire, à indiquer dans l'annexe qu'il y a quelque chose, il y a un litige, il y a quelque chose qui serait susceptible de générer une charge, mais bon, l'estimation, on peut pas la faire, donc il y a un risque potentiel qui existe malgré tout dans la structure, qui peut aboutir ou pas à impacter la structure. Donc, il y a quand même des éléments d'information que l'on se doit de communiquer à nos partenaires. Voilà, donc c'est relativement, je vais dire, intuitif et fiable comme outil. Maintenant, si vous avez un cabinet comptable qui intervient dans l'élaboration de vos comptes, ou un comptable qui intervient dans l'élaboration de vos comptes, je veux dire, il y a malgré tout pas trop de questions quand même à se poser par rapport à la nature d'une provision. Là, alors bon, c'était pour, je veux dire, pour information, voir un petit peu l'articulation quand on enregistre une provision. Donc, vous allez enregistrer une provision sur votre exercice. Donc, la première comptabilisation. Donc, on va bien passer dans un compte de charge, donc la dotation aux provisions pour exploitation. Là, bon, j'ai un litige avec un salarié il y a un souci sur l'indemnité de licenciement, donc je l'ai évalué à 50 000 €. Donc, on a bien notre dépense de 50 000 € qui apparaîtra dans notre compte de résultat. Et cette charge calculée, donc, ça ne fait pas l'objet d'un décaissement, mais donc, il faut équilibrer nos écritures. Hein, donc, on va mettre le compte 154, donc un compte de bilan, pour équilibrer notre écriture pour 50 000 €. Donc là, ça veut dire que j'ai enlevé, j'ai ajouté 50 000 € de charge. Quelque part, j'ai pris 50 000 € dans mon porte-monnaie, je les ai mis de côté. Si jamais je dois payer, eh bien, ces 50 000 de côté, je les prends et ça ne me coûtera rien. Ça a été prévu. N+1, N+2, bon après voilà, donc les deux écritures suivantes, c'est eh bien quand le litige va se dénouer,
on dit. Hein, donc, au moment je suis tenu de payer l'indemnité de licenciement, donc la deuxième écriture. Hein, donc, j'ai bien ma charge pour au compte 641 pour en rémunération du personnel, par le compte salaire à payer, hein, rémunération due, et mon écriture du dessous, donc qui est donc mon litige, il n'existe plus, mais je dois reprendre ma provision, je dois solder, c'est-à-dire que je dois mettre à zéro mon compte 154. Donc là, j'ai cette écriture, donc le compte 154 pour 50 000 euros. Donc ce qui va faire dans mon compte de bilan, j'ai un plus et j'ai un moins, donc là, mon compte est à zéro. Et en compte de produit, eh bien, j'ai repris mes 50 000 euros. Donc dans mon compte de résultat, j'ai un produit exceptionnel de 50 000 euros. Et ce produit exceptionnel de 50 000 euros, eh bien, il va venir atténuer ma charge au 641 que j'ai constaté dans mon compte de résultat de l'exercice où le litige s'est dénoué. Donc, dans le compte de résultat, ça n'impacte pas l'exercice N+1, puisque ça a été enregistré sur l'exercice N. En termes de trésorerie, bon, bah là, il faudrait voir, enfin, il aurait fallu aller un peu plus loin et puis voir quel impact ça pouvait avoir sur la trésorerie, mais on part du principe qu'il n'y a pas de déficit, donc la trésorerie, elle est constante, et donc l'argent était bien sur le compte, donc ça n'a pas posé de difficulté particulière à notre structure. Est-ce que ça va pour l'instant? Bon. Alors, d'autres provisions, d'autres natures d'écriture, alors qu'on appelle alors parfois nous les comptables des provisions, ce sont ces acronymes, mais c'est ça, les produits constatés d'avance, les charges constatées d'avance, les factures à établir, factures non parvenues, produits à recevoir et charges à payer. Sont les écritures d'inventaire, alors ce qu'on peut pouvoir appeler aussi écriture de régularisation, aussi hein, pour ceux qui ont fait de la comptabilité. C'est-à-dire que là, quand on va faire nos travaux de révision, eh bien, vous avez touché une subvention de la collectivité. Alors, je vais dire, vous fonctionnez année sportive. Vous clôturez au 31 août, la collectivité, elle fonctionne en année civile. Ça fonctionne comme ça. La collectivité vous verse la subvention, 10 000 euros pour l'année 2020. Mais vous avez un exercice, en fait, 19-20 et 20-21. Vous pouvez très bien dire, moi, la subvention, alors, enfin, vous pouvez très bien dire, la subvention qui m'est versée, moi, je vais la dispatcher, je vais la répartir au prorata du nombre de mois, une partie sur 19-20 et une partie sur 20-21. Donc la subvention que vous avez touchée avant votre date de clôture, eh bien, il y en a une partie qui va être enregistrée, c'est un produit constaté d'avance. Donc là aussi, comptablement parlant, hein, on va venir l'enlever des subventions que vous avez touchées sur l'exercice. On rajoutera dans les comptes à l'ouverture de l'exercice suivante. Les charges constatées d'avance, eh c'est la même logique, mais pour ce qui va être dépenses. L'attestation, l'appel de cotisation de votre assurance, qui court sur 2 années, eh bien, la partie de votre cotisation qui court sur l'exercice suivant, c'est une charge constatée d'avance, donc on ne doit pas la laisser dans les comptes de l'exercice que vous êtes en train de clore. Les factures à établir, si vous faites une prestation le 31 décembre, que vous clôturez vos comptes le 31 décembre, vous n'allez peut-être pas avoir le temps de faire la facture au 31 décembre, mais vous allez la faire le 2, le 3 ou le 4 janvier, par exemple, mais c'est un produit qui concerne l'exercice que vous êtes en train de clore, et bien là, il va falloir enregistrer ce produit, passer une écriture, pour que ça figure dans vos comptes. Donc là, on est sur les factures à établir, on est bien sur des factures de prestation, des factures clients. Et la même chose donc pour les fournisseurs, les factures non parvenues, la facture de téléphone de décembre qui arrive au mois de janvier, eh bien, il va falloir passer l'écriture
de la charge de téléphone de décembre sur votre exercice que vous êtes en train de clôturer. Les produits à recevoir, alors là, il y a deux possibilités. Vous savez que vous allez recevoir une subvention. Vous n'avez pas encore la notification, mais vous savez que vous allez recevoir une subvention. Vous pouvez enregistrer, alors je veux dire par anticipation, c'est pas le cas, mais la collectivité, alors n'a pas fait de notification, mais va vous verser une subvention qui concerne l'exercice que vous êtes en train de clôturer. Donc, du principe, toujours pareil, hein, là ce sont les principes comptables hein, qui régissent vraiment tout ça. Eh bien, vous devez constater ce produit qui va arriver, même en janvier ou en février, dans vos comptes de l'exercice, parce qu'il concerne l'exercice que vous êtes en train de clore. Dans les charges à payer, eh bien là, le plus courant, c'est la provision pour congés payés, qui est calculée à la fin de l'exercice, hein, puisque alors après, tout dépend aussi comment les congés sont gérés dans la structure, mais les textes, les périodes de comptabilisation des congés, de traitement des congés, c'est 1er juin, 31 mai. 1er juin N jusqu'au 31 mai N+1. Et à la date de clôture, il peut y avoir un solde de congé à prendre par vos salariés. C'est une dette de l'employeur vis-à-vis du salarié. Et donc cette dette, vous devez la comptabiliser dans vos comptes. Alors, vous calculez votre provision pour congé à payer. Et dans les comptes, dans le compte de résultat, ne figurera que la variation entre N-1 et N. Puisque, sauf la première année de constatation, là, il y aura l'intégralité de la provision. Mais voilà, donc ça, c'est une charge à payer. Où on peut avoir aussi dans ces comptes-là la participation à la formation continue, par exemple. Si elle figure pas sur le bulletin tous les mois, il y a un bordereau de calcul à faire au mois de février. Donc on est 2 mois après la date de clôture, si vous êtes au 31 décembre, hein, mais ça concerne l'exercice précédent. Donc là, il faut constater cette charge-là dans les comptes de votre exercice, dans les comptes de l'exercice. C'est pour ça que bien souvent les comptables demandent au moins 2 mois après la date de clôture pour pouvoir on va dire produire les documents de synthèse, parce que il y a souvent le relevé de banque déjà du mois précédent. Après maintenant avec la dématérialisation, c'est de moins en moins vrai ce que je vais dire, mais avant, les relevés papier, on les recevait entre le 10 et le 15 du mois suivant. Les factures, en fonction du volume d'activité et en fonction du volume de pièces que vous avez à traiter, hein, il y a des factures qui peuvent traîner aussi, arriver à plus 30 jours, plus 45 jours après la date de clôture. Donc, tous ces éléments-là, c'est mieux de faire les travaux quand on a vraiment l'intégralité des pièces comptables avec nous pour traiter ces opérations. Donc voilà pour les travaux d'inventaire et ce qui est des provisions. En fait, bon, tout ça, c'est pourquoi en fait la finalité, hein, c'est de pouvoir établir les documents de synthèse que sont le compte de résultat, qui est la différence entre les produits et les charges, hein, et le bilan, qui est lui l'image du patrimoine de l'association à une date bien déterminée. À la date de clôture, mais vous pouvez faire un compte de résultat intermédiaire, vous pouvez faire également un bilan. Alors, un compte de résultat intermédiaire aura plus d'intérêt à faire
en cours d'exercice, hein, ça permet d'avoir une situation à un moment. Le bilan, c'est vraiment à la date de clôture, ça permet de comparer d'une année pour l'autre à la même période. Donc voilà, tous ces travaux, ça permet d'élaborer ces 2 documents. Alors, quand on utilise une application spécifique comptable, on peut les sortir avec un clic droit, hein, ça marche comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça va sortir des éléments synthétiques. Le fait de savoir un petit peu comment sont construits les comptes, ça permet d'apporter des réponses ou de trouver des réponses à des questions qu'on pourra avoir quand on voit des sommes dans certaines cases. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Alors, la nouvelle réglementation. Donc, elle s'applique depuis le 1er janvier 2020 ou tout exercice commencé depuis le 1er janvier 2020 pour les associations qui ont des structures qui ont des... Excuse-moi, Christophe. Oui. En fait, si j'ai une question. Il fallait le temps que mon cerveau... juste, pouvez-vous revenir sur le bilan? C'est une question de formalisme, hein, c'est très simple. Est-ce qu'on est obligé sur le bilan de l'année N de mettre forcément l'année N-1? Alors, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est juste une convenance pour faciliter la lecture? Très bonne question. J'aurais envie de dire, alors une obligation, peut-être que oui, parce que les documents, alors qui servent on va dire de base, tout ce qui va être les SERFA des services fiscaux, on a toujours N-1 et N. Ça permet effectivement de faire une comparaison. Maintenant, dans une association, si vous n'avez pas d'immobilisation, si il n'y a pas de salariés, globalement, le document il va être relativement simple à construire. Il y a pas, ça va être le niveau des disponibilités et en haut les fonds associatifs avec le report à nouveau, c'est-à-dire les excédents antérieurs et le résultat de l'exercice. Maintenant, alors moi, je n'ai jamais vu de document de synthèse ou de bilan sans avoir au moins N-1. Donc, je ne vais pas être formel en disant c'est une obligation, mais j'ai jamais vu de document sans avoir l'année précédente en face. Ok. En sachant, oui. Et la convention, c'est par exemple, je vois là, il y a N et puis il y a N-1 à côté. Oui. Alors, par contre, dans la présentation, alors là, dans la présentation normalisée, on a toujours donc l'actif à gauche, c'est-à-dire ce que la structure possède, et le passif à droite. Alors moi, je dis, très simplement, ce que la structure doit. Même si dans le contreport à nouveau, c'est quelque chose que qu'elle possède, qu'elle a constitué, mais demain l'association s'arrête. Le report à nouveau, les comptes, le fonds associatif, la structure ne le garde pas. C'est redonné à quelqu'un. Donc voilà, moi comment donc l'actif à gauche, le passif à droite. Tout comme le compte de résultat. Le compte de résultat, alors là j'allais dire, là on est bon en produits et charges l'un et l'autre, mais si on prend des documents, les documents de SERFA des impôts, on a toujours tout ce qui va être charge à gauche et les produits à droite. Le document unique de demande de subvention, il est construit comme ça. Déjà, la partie financière, c'est selon les codes du plan comptable, et les charges à gauche, les produits à droite. Maintenant, rien ne vous empêche, vous, d'avoir une autre présentation. J'ai vu des comptes présentés à l'envers. Hein. On a les produits à gauche et les charges à droite. Donc, dans la lecture, au départ, ça c'est un petit peu troublant quand on a l'habitude de lire dans l'autre sens. Mais voilà. Mais effectivement, l'année N-1, serait-ce que aussi pour la comparaison. Merci. Donc, qui est concerné par cette nouvelle réglementation?
Donc, toutes les personnes morales de droit privé tenues de présenter des comptes annuels. Alors, l'obligation devoir présenter des comptes annuels, qu'est-ce que j'avais c'est un montant de chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 100 000 euros, un total de bilan 1 550 000 euros et 50 salariés permanents. 2 des 3 critères qui sont observés par la structure, vous êtes tenu de présenter les comptes selon la réglementation et selon la norme comptable. Ça veut dire que derrière, alors, j'ai un chiffre d'affaires à 3 100 000 et un autre seuil qui va faire que vous allez devoir présenter vos comptes selon cette réglementation, mais c'est déjà le cas, hein, il n'y a pas de... C'est si vous avez plus de 153 000 euros de subventions, donc de fonds publics, vous êtes tenu déjà d'avoir un commissaire aux comptes qui va certifier vos comptes, et ensuite, à partir du moment où vous avez un tiers de cette nature qui intervient dans votre système comptable, lui, il ne va pas se contenter d'un cahier pour présenter les comptes. Donc, ça va être présenté compte de résultat, bilan et l'annexe. Voilà. Et les comptes présentés donc, selon les normes du plan comptable. Voilà. Donc, si donc, pour les 3 critères, 2 des 3 critères sont observés, vous êtes tenu de respecter la réglementation comptable. Si vous avez plus de 153 000 euros, donc un commissaire aux comptes, vous êtes tenu de présenter vos comptes aussi de cette forme-là. Si vous avez un cabinet comptable qui intervient pour l'élaboration de vos comptes, lui va vous présenter les comptes selon la norme comptable. Donc, vous n'avez même pas à vous poser la question parce que les outils, les applications qu'ils utilisent permettent de sortir les états directement. Voilà pour le préambule par rapport à cette réglementation. Alors, qu'est-ce qui impacte les changements pour le secteur, pour le monde associatif sportif, je vais dire. La nouvelle réglementation va avoir des incidences sur le traitement des subventions d'investissement, sur les fonds dédiés, les contributions volontaires et les abandons de frais. Mais vous allez voir, là on est dans de la technique comptable, dans de l'enregistrement, dans le fonctionnement courant. Je vais dire, la nouvelle réglementation, elle va se porter plus sur l'annexe. Sur l'annexe, c'est ce fameux document qui rend de façon un petit peu plus littéraire la présentation des comptes, mais qui reste quand même un petit peu, assommant. Hein. On va le voir. En termes de subvention d'investissement, alors je ne reviendrai pas sur l'historique et le traitement d'avant, mais bien que ce traitement se faisait déjà avant. Hein. On va être une subvention d'investissement. Vous n'allez pas pouvoir, tel que la réglementation le prévoit, vous recevez 10 000, vous avez acheté un véhicule, vous recevez 10 000, votre véhicule, vous allez l'enregistrer dans des comptes d'immobilisation, donc dans des comptes de bilan. La subvention d'investissement que vous avez reçue pour ce véhicule, eh bien, va être enregistrée dans un compte de bilan, donc 131. Donc, ça ne va pas apparaître dans votre compte de résultat. Ce qui va apparaître dans le compte de résultat, c'est la subvention. Eh bien, vous allez là en récupérer une partie au même rythme que vous allez amortir le véhicule que vous avez acheté avec cette subvention. C'est-à-dire, vous avez acheté, donc, subvention 10 000, vous avez acheté un camion 20 000, vous décidez d'amortir le camion pendant 5 ans. Eh bien, pendant 5 ans, vous allez reprendre 1/5 de la subvention d'investissement dans votre compte de résultat. Donc au compte 777. Ce sont des comptes, c'est un compte particulier qui existait auparavant. Hein. Cette technique-là existait auparavant.
Mais voilà, mais dans la nouvelle réglementation, ça a supprimé un mode de comptabilisation autre. Voilà, ça institue ce modèle-là comme étant le seul mode de traitement de la subvention d'investissement. Et le compte 139, c'est la quote-part de subvention qui est reprise, qui est enregistrée dans ce compte-là. À un moment, on va avoir dans le compte 131, eh bien, notre subvention qui a été enregistrée pour son montant, le montant qu'on a perçu. Le 139, eh bien, on va en avoir un cinquième tous les ans, par exemple. Puis à un moment, on va avoir la même somme que l'on a au 131, on va l'avoir au 139, ce qui fait que les deux comptes, on passe une écriture, ça s'annule, est terminé, il n'y a plus de subvention d'investissement qui figure dans les comptes. Les fonds dédiés, on est toujours sur du financement public, hein, sur des subventions, mais un autre traitement. Et là, on est sur des subventions qui sont fléchées. J'aurais presque envie de dire, il n'y a que des sportifs. Hein. La subvention ANS, ancien CNDS, pour moi, devrait être traitée comme un fonds dédié si vous n'avez pas utilisé l'intégralité de la subvention que vous avez perçue sur l'exercice. C'est-à-dire que avant, la subvention, on la recevait, on enregistrait ça, si on n'avait pas tout consommé, on constatait un produit constaté d'avance. Maintenant, de plus en plus, on est financé pour des actions bien précises, et donc les fonds dédiés, eh bien, si on n'a pas utilisé l'intégralité de la subvention pour l'action bien précise, eh bien, on va déterminer le montant. Hein. Alors là, je veux dire, ça reste à l'appréciation des administrateurs, mais on va déterminer le montant de la subvention donc, qui n'a pas été consommée et on va passer une écriture comptable pour enregistrer une partie de la subvention dans un compte 19 et l'année suivante, eh bien, quand on va finir ou continuer à faire l'opération pour laquelle on a reçu ce financement, on va reprendre la somme qui a été mise dans ce compte 19 et comme ça, ces opérations, donc ces manipulations, je vais dire, ça va se faire tout le temps que l'action va continuer. Si vous avez eu un financement sur plusieurs années, eh ben, plusieurs années de suite, on va passer ces écritures de façon à ce qu'à un moment ou à un autre, ben, l'intégralité de la subvention qui a été versée pour une action bien précise, eh bien, il n'y ait plus rien. Les fonds dédiés, maintenant, comme ça figure dans les comptes et on va voir dans l'annexe, il y a nécessité d'avoir un tableau de suivi, eh bien, ça permet à la collectivité qui finance, je pense à un conseil régional par exemple, à un moment, s'ils s'aperçoivent qu'au bout de 3, 4, 5 ans, il reste toujours des sommes en fonds dédiés pour une action qui a été financée 5 ans auparavant, eh bien, ils vont peut-être pouvoir dire, à un moment, moi, il vous reste de l'argent pour une action qui n'a pas été totalement finie ou tout n'a pas été consommé, vous me reversez le trop perçu. C'est ce qui pourrait arriver. Alors, la région ne fonctionne pas trop comme ça, mais il y a d'autres structures régionales qui tiennent compte de ce qui peut y avoir en fonds dédiés et qui vont diminuer d'autant la subvention qui pourrait être versée l'année suivante. Donc pareil, donc avec les comptes 6 et 7 pour la reprise et le report en fonds dédiés et le report en fonds dédiés et la récupération des fonds dédiés d'une année pour l'autre. Donc là, c'était dans cette nouvelle, on va dire cette nouvelle mouture de ces changements-là. Voilà, ça fixe les règles, ça fixe les règles pour ces natures, pour le traitement de ces fonds, de ces financements bien ciblés. Moi, j'ai pas vu de structure qui est demandé de rembourser, mais par contre, j'ai vu des structures qui en fait, quand vous avez une subvention, on vous donne par exemple les 2 tiers de la subvention, et le 3e tiers, c'est à la fourniture des comptes à la fin de l'action. Et donc, si là, vous montrez que vous n'avez pas tout consommé, le 3e tiers, vous ne l'avez pas, vous en avez qu'une partie.
Tout à fait. La région Normandie fonctionne. Alors, la région. Alors, avant la réunification, hein, la région Haute-Normandie fonctionnait comme ça. La région Basse-Normandie fonctionnait pas comme ça. Mais maintenant, c'est vrai que la région Normandie, ils vont financer 70 ou 80%. Ils vont subventionner 70 ou 80%. Et effectivement, le sol à la fourniture comment dirais-je, du bilan. Mais bon, pour travailler avec des structures qui sont financées par l'ARS, l'ARS, elle fonctionne différemment. Eux, ils versent en début d'année, ils versent l'intégralité des subventions et c'est ensuite que l'on va voir si tout a été consommé ou si tout n'a pas été consommé. D'où le traitement des fonds dédiés. D'où le traitement des fonds dédiés pour ces structures. Et là, comme on est sur moi, les structures dans lesquelles j'ai ça, j'ai du commissariat, il y a du commissariat au compte dessus, donc c'est, voilà, il y a différents niveaux de contrôle, donc c'est, je veux dire, ça peut être un petit peu plus sécurisant, parfois aussi dans le traitement. Maintenant, je réfléchis. Non. Moi, j'ai jamais eu l'occasion moi de voir qu'une collectivité redemande à une structure de reverser un trop perçu de subvention. La seule fois moi que j'ai vécu ça, c'était il y a très longtemps, mais c'était dans le cadre du recrutement d'un salarié. Le recrutement s'est pas fait. On va dire l'administration avait été très réactive, avait versé l'argent avant que le contrat ne soit signé. Le contrat n'a pas été signé. Là, il a fallu reverser les fonds, ce qui était tout à fait logique et entendable. Mais c'est la seule fois où j'ai pu voir ce type de cas. Alors, quelque chose qui est important. Alors, ça l'est, les contributions volontaires en nature. Alors, c'est bien dans cette nouvelle règle, dans cette nouvelle réglementation, c'est bien mis en avant. C'est quelque chose qui existait auparavant, mais qui n'était pas formalisé notamment dans l'annexe. Hein. Les contributions volontaires en nature, hein, c'est la valorisation du bénévolat, c'est ce que vous pouvez recevoir en don de partenaires. Je veux dire, vous organisez une course, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est le plus parlant pour moi, mais vous allez démarcher Carrefour, plutôt que vous donner de l'argent, ils vont vous donner 2 palettes d'eau pour la course que vous organisez. Eh bien, eux, ils vont savoir vous donner le montant de la valorisation du don, parce que fiscalement derrière, pour eux, c'est intéressant. Donc, avec ces organismes-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous recevez du matériel ou des choses en don, vous le valorisez, vous allez, eh bien, il faut que ce soit pris en compte dans vos comptes. Alors, ce que la nouvelle réglementation, bien, je vais dire, impose maintenant, c'est de justifier dans l'annexe la non-valorisation des contributions volontaires en nature. C'est-à-dire que vous êtes une structure qui alors, je vais prendre le cas d'une, alors association sportive, ça va pas être évident pour ne pas valoriser les contributions volontaires. Vous êtes une structure associative qui avait de l'activité économique entre guillemets, je vais dire, qui génère des rentrées d'argent importantes, qui a un format associatif parce que juridiquement c'est la forme je vais dire relativement simple pour le fonctionnement, mais je veux dire c'est un bureau, c'est juste je veux dire une dizaine de personnes qui font tourner. À côté de ça, vous avez 30, 40, 50, 60 salariés qui font tourner la boutique. Donc la proportion de valorisation du bénévolat va pas être significatif dans l'ensemble des comptes. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez ne pas inscrire de valorisation du bénévolat dans l'annexe. Mais il y a nécessité de le justifier, de l'indiquer. Je veux dire, la valorisation du bénévolat n'est pas significative dans le fonctionnement de l'association. Voilà, après, ça se voit rapidement.
Une association sportive, ça va être difficile de dire que l'engagement bénévole, il est pas significatif. Alors, c'est pas le cas du judo parce que les éducateurs, eux, sont salariés CDBE. Mais il y a d'autres structures, ou même, enfin, quoi que du judo, vous pouvez avoir des parents qui vont emmener les gamins en compétition et tout ça. Donc, tout ce temps-là qui est mis en œuvre par des bénévoles dans l'association pour en assurer son fonctionnement, eh bien, tout ça, ça doit être valorisé. Et alors, oui. Dans le cas du judo aussi, parce qu'en fait, pour chaque compétition officielle, on a 40 arbitres et commissaires sportifs qui sont bénévoles. D'accord. Ah oui, ok. Et pour chaque compétition, c'est 8 heures. Donc 8 heures x 40, ça fait. Et jusqu'à présent, c'était pas fait. Et j'ai découvert ça lors de votre dernière présentation il y a un mois. Je suis un peu tombé de ma chaise en prenant un truc et c'était pas fait jusqu'à présent. Donc je suis en train de m'y coller, oui. Voilà. Donc voilà. Donc c'est important parce que ça permet aussi de voir de mesurer la motivation des administrateurs et des bénévoles de l'association dans la vie de l'association. Demain, alors, après, on va dire ça va rien apporter de plus directement, c'est sûr, mais la collectivité, là aussi, je dis, ils savent lire, ils ont le vocabulaire, ils savent lire les documents. Si en pied de compte de résultat, on va le voir après, dans la partie contribution volontaire en nature, il n'y a rien, que vous demandez 50 000 € de subvention à la collectivité pour le fonctionnement de la structure, ils vont peut-être vous dire, attendez, alors ça, effectivement, ça va certainement rémunérer des personnes, mais voilà, la collectivité va peut-être être réticente s'il n'y a pas d'engagement des bénévoles dans le fonctionnement de l'association. Donc, c'est quelque chose d'important. Et moi, je prends la chose à l'inverse, c'est d'aller voir, pour moi c'est une force ça, parce que d'aller voir la collectivité, de dire, bah oui, moi mon niveau d'implication de mes bénévoles, eh ben, il est valorisé à cette hauteur-là. En ETP, ça représente tant. Voilà, nous, ce que l'on fait sur le territoire, c'est pas anodin. Ça pèse ce poids-là. Donc, alors, faut pas mettre une usine à gaz en place pour le valoriser, mais vous l'avez dit, une compétition, c'est tant de personnes, c'est 8 heures, nombre de personnes fois le nombre d'heures, fois 15 €, et on sait ce que ça coûte. Voilà, 15 €, c'est le SMIC chargé. C'est ce qu'on prend en règle de base pour valoriser le bénévolat. Mais également, dans ces contributions volontaires en nature, il y a tout ce qui est mis à disposition de locaux par les collectivités. Alors, la mise à disposition des locaux, ils connaissent les coûts, ils savent ce que ça leur coûte, donc ça leur est facile de fournir les éléments. Et ça va leur permettre aussi, alors, même s'ils le font, mais ils le remontent pas trop pas trop, on le voit pas. Alors tout de suite, la situation est particulière, mais ça va permettre aussi de déterminer exactement la place de la collectivité dans le fonctionnement de l'association. Et on s'en rend pas compte. Alors, les dirigeants se rendent compte que la mise à disposition des locaux, ça représente un coût quand même. Après, ce sont peut-être nos adhérents qui ont besoin de cette information-là au regard de la subvention qui peut être versée, qui peut paraître dérisoire parfois. Mais oui, mais on a des locaux qui sont mis à disposition de façon quasi permanente. Le chauffage, on s'en occupe pas. L'électricité, on s'en occupe pas. Le nettoyage, on s'en occupe pas. Et tout ça, ça a un coût. Mais voilà ce que ça coûte. Voilà, c'est valorisé alors en dépenses et en recettes, puisque ça n'a pas d'incidence dans le compte de résultat. Mais en termes de budget global, ça a son importance parce que alors demain la collectivité dit moi je fais payer la mise à disposition de mes locaux. Vous voyez tout de suite quelle incidence ça va avoir dans le budget général. Il y a quelques structures quelques collectivités alors qui le font. J'en connaissais une moi, et alors ils le faisaient pour le tir à l'arc. Ils demandaient une participation financière, alors qui était compensée par ailleurs par une subvention. C'est là où le côté un peu aberrant de la chose. Mais alors je ne sais pas où ils en sont maintenant. Mais à une époque c'était ça. Le club devait payer une location à la mairie, et la mairie en contrepartie versait une subvention. Bon,
bon, dans les comptes des collectivités, on voit qu'il y a un produit et puis la subvention, elle est noyée dans la masse, mais en termes de logique, bon, ça me dépasse un petit peu. Mais donc voilà, ça, les fonds dédiés sont importants, mais ça, c'est vraiment la chose essentielle pour moi dans la nouvelle réglementation qui concerne le secteur associatif, je vais dire que l'on connaît. Et donc ces contributions volontaires en nature, donc on a un bloc en dessous du compte de résultat où on va reprendre donc les secours en nature qui vont avoir leur pendant, donc les secours, donc à gauche toujours pareil, hein, donc ce qui est les charges, et en face les produits. Et donc on va avoir le même montant d'un côté et de l'autre, puisque ça, je le répète, ça n'a pas d'incidence sur le résultat. Alors, pourquoi j'insiste, hein, c'est parce que j'ai vu, moi, dans des demandes de subvention, des contributions volontaires en nature qui sont effectivement inscrites, mais alors qui permettent d'équilibrer le budget. Ben, ce n'est pas l'esprit de ce bloc-là. Si je puis me permettre, je pense que c'est un point qui va devenir, désolé de toujours intervenir, qui va devenir assez essentiel, dans le sens où, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je voulais vous interroger là-dessus, si vous avez entendu parler de ça, il y a des investisseurs privés qui prévoient, pour certains sports, de construire des salles de sport, type gymnase ou dojo, parce que moi, en fait, on l'a dit, donc ils construiraient la salle, et ensuite, soit ils la mettent à location des clubs, soit ils la mettent à location de la mairie, qui après voit si elle le remet d'elle-même à distribution en sous-location au club, ou si elle le fait gratuitement. Mais pour éviter de peser sur les finances des mairies, de construire par exemple de nouveaux dojos, il y a ce système. Donc c'est un changement de paradigme par rapport aux associations de loi 1901, mais il y a déjà plusieurs projets en France de construction de dojos départementales comme ça. Hein. Ah ouais, bon alors dans le monde associatif, j'en ai pas connaissance. Par contre, mais c'est vrai que ça, c'est l'introduction du partenariat public-privé dans la sphère publique complète. Donc, je veux dire, le secteur associatif, quel qu'il soit, enfin sportif, culturel, tout, se professionnalise. Alors, se professionnalise en termes de fonctionnement, en termes d'encadrement d'animation, mais également en termes de méthode et de modèle économique. Et c'est là, moi, bon, alors, c'est ce qui me gêne un petit peu, parce que moi, bon, je suis un fervent défendeur du bénévolat, du côté loi 1901 et de l'engagement personnel. Mais je vais dire malheureusement, parce que pour moi c'est certaines valeurs qui disparaissent, mais bon c'est tout à fait personnel, mais ça enlève une partie de ce format, de cette forme associative, moi le partage et l'échange, voilà. Mais oui, il y a des salles de sport qui se construisent. Alors c'est vrai que alors bon c'est de l'escalade, mais c'est vrai qu'il y a des structures économiques qui se construisent privées autour des activités sportives. Les abandons de frais, alors ça vous deviez certainement le faire, mais dans cette nouvelle réglementation, c'est la spécification d'un code comptable particulier, 754-12. Alors je le rappelle, ça c'est vos bénévoles ou vous administrateurs qui ne voulez pas vous faire rembourser les frais de déplacement que vous avez engagés pour l'association. Vous en faites don à l'association, donc il y a un petit peu de formalisme à effectuer, mais ce don-là, il doit être enregistré dans votre comptabilité, il doit y figurer, parce que derrière, il y a un crédit d'impôt, hein, c'est là où l'administration fiscale pourrait avoir un regard là-dessus. Maintenant, je veux dire, c'est pas les montants, les sommes sont pas significatives, donc ils ne débouleront pas dans nos associations pour vérifier ça. Enfin, je ne le pense pas.
Mais voilà, il y a un formalisme à respecter quand même. Donc c'est la demande de remboursement de frais de déplacement doit être enregistrée dans votre comptabilité en dépenses. Sur votre demande, il a bien été alors inscrit de façon manuscrite, c'est que vous en faisiez don à l'association. Il faut vraiment que ce soit manuscrit parce que c'est la forme manuscrite qui vaut preuve. Me demandez pas pourquoi, mais bon, si c'est tapé de façon dactylographiée, alors on va dire que dans le cas d'un contrôle, ça pourrait éventuellement être remis en question. Mais le fait de l'écrire à la main, ça vaut preuve, comme quoi c'est le consentement de la personne, il est bien là. Donc l'enregistrer en produit. Donc le don, il est bien constaté dans vos comptes. À partir de là, vous pouvez établir le fameux CERFA qui permet de bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de 66% du don qui a été effectué. Mais là, dans cette nouvelle réglementation, c'est vraiment l'institutionnalisation de ce code, de ce compte 754-12 pour bien identifier l'abandon de frais par les bénévoles. Avant, c'était dans un compte de produits exceptionnels. Voilà. Maintenant, alors, là, on est, pareil, hein, je le redis, dans de l'enregistrement comptable avec un outil informatique. Si vous tenez votre comptabilité sur un cahier, à partir du moment, il faut que ça figure dans vos éléments, dans vos documents comptables. Alors juste une petite précision, c'est que les CERFA que vous allez les reçus fiscaux que vous allez émettre, les établir, leur donner un ordre chronologique et que ça se suive bien. Je veux dire, c'est comme une facture, hein, les factures sont faites par ordre chronologique et voilà, c'est la seule par rapport au CERFA, la seule contrainte. Donc voilà pour les changements, on va dire, d'ordre comptable. Est-ce que vous avez des questions? Alors, l'autre changement, les autres modifications qui interviennent avec cette nouvelle réglementation, c'est par rapport à l'établissement de l'annexe. Alors, je disais tout à l'heure, l'annexe, c'est la transcription littéraire des comptes. C'est, pas tout à fait, mais c'est donner des explications complémentaires de comment ont été élaborés les documents de synthèse et comment sont constitués les comptes qui sont présentés. Et notamment, alors quand on dit toutes les informations sur les engagements et opérations hors bilan, c'est par exemple le copieur. Vous avez un photocopieur qui est en crédit bail. Le crédit bail, c'est un contrat qui lie sur une durée au-delà d'un an la structure avec un organisme. Cette information-là, elle ne figure pas dans vos comptes. Alors, en fonction de quel code comptable vous avez utilisé. Mais si on n'a pas de document de synthèse détaillé, on ne va pas avoir l'information. Mais vous allez avoir des structures qui vont traiter le crédit bail comme un emprunt. Et donc, ça va être traité avec des comptes de bilan. Et d'autres, en règle générale, le crédit bail, il est traité comme une charge. Donc, ça va apparaître dans le compte de résultat. Mais c'est surtout si vous traitez l'allocation, le crédit bail du copieur comme un emprunt, là, il y a l'information à communiquer parce que on déroge, on peut déroger quand même au principe comptable. Voilà, donc c'est ce type d'opération. Quand on parle d'opération hors bilan, c'est ce type d'opération. Alors ça peut être crédit bail copieur, enfin tout ce qui va être de nature à avoir des crédits baux. Et bien sûr que l'information soit significative. La facture free de 2 € qui dans les comptes, ça sert à rien d'indiquer dans l'annexe qu'elle a été oubliée parce que voilà, faut que ce soit significatif. Pour vous donner un ordre d'idée, un commissaire aux comptes n'a pas jugé significatif de me faire refaire les comptes d'une structure pour, alors la taxe sur les salaires,
alors, elle n'a pas été comptabilisée sur l'exercice, il y en avait pour 8 000 €. Donc ça, c'est pas neutre, mais la structure, elle a plus de 450 000 € de budget. Voilà. Donc, alors après, c'est à l'appréciation du commissaire aux comptes. Là, il a considéré que c'était pas significatif. Elle aurait très bien pu dire non, moi je veux que ça se figure dans les comptes. Donc on modifie les comptes de façon à ce que ça apparaisse. Mais là, bon, dans ce cas-là, voilà. C'est toute proportion gardée. Donc, voilà, l'information significative, c'est ce que ça veut dire. Alors, donc l'annexe, je vais dire avant. Ce qui est ajouté avec la nouvelle réglementation comptable, c'est que on va y faire figurer l'objet social de l'association. La nature et le périmètre des activités et les moyens mis en œuvre. Alors ça va être les moyens humains, aussi bien en termes de salariés qu'en termes de bénévoles, puisque je le disais tout à l'heure, hein, la nécessité d'indiquer, de valoriser on va dire le bénévolat, eh bien c'est une des nouveautés. Pour ce qui concerne les postes de l'actif, ça va plutôt concerner alors pas des associations sportives, mais des associations type la Croix-Rouge, enfin des grosses structures comme ça qui font appel public à l'épargne et des choses comme ça. On n'est pas nécessairement concerné. En poste de passif, en termes d'information, eh bien, la variation des fonds propres, qui est, je vais dire une nouveauté, qui est à indiquer. Alors les fonds propres, hein, ça va être le report à nouveau, ça va être le résultat de l'exercice, ça va être les apports qui ont pu être faits à l'origine de la création de l'association. Et s'il y a des mouvements, alors normalement il n'y a pas de mouvement dans ces comptes-là, puisque théoriquement, à part le compte report à nouveau, puisqu'on y affecte le résultat, donc il va ou augmenter ou diminuer, selon que l'on ait un résultat excédentaire ou déficitaire. Hein. Voilà. Donc les informations sur les fonds dédiés, hein, avec donc un tableau de suivi. Ouais, après c'est la même chose. Enfin bon, les fonds reportés liés aux legs et aux donations. Donc là aussi, hein, là ça fait partie. C'est pas, sauf si vous recevez des legs ou des dons conséquents, hein, là aussi. Hein. Mais là c'est mon intronisation du suivi des fonds dédiés, et donc que ça figure à l'annexe. Au niveau des comptes, donc des comptes de résultats, le détail, donc pour ce qui concerne les legs, donations ou assurance vie, donc là aussi c'est particulier, hein, comme produit, donc ça ne nous concerne pas nécessairement. Bon, ça fait partie des choses qui sont désormais à faire figurer en annexe, enfin à expliquer, pas à faire figurer, mais à expliquer dans l'annexe, parce que vous pouvez avoir un seul compte comptable d'utiliser, et je vous dis, on ne va pas nécessairement avoir dans les documents de synthèse le détail, tout le détail des comptes, sinon ça fait des documents trop importants. Les concours publics, les subventions déclinées à formation, si vous avez par rapport à l'Europe, des fonds leaders ou du FEADER ou des choses comme ça, eh bien c'est d'indiquer dans l'annexe que vous avez ce type de financement. Je change juste pour bon, c'est lourd à mettre en place, et il ne faut surtout pas être pressé pour recevoir les fonds. Et donc les contributions volontaires en nature, donc ça je l'ai dit, on en a parlé avant.
et les transactions effectuées avec des personnes physiques ou morales lorsqu'elles ne sont pas courantes et conclues à des conditions normales. Alors, ouais, alors ça, c'était... Alors, ça pouvait faire l'objet d'un... Alors, si vous aviez un commissaire aux comptes, ce qu'il appelle le rapport spécial, s'il y a des conventions, si en tant qu'administrateur, vous avez une compétence particulière, je vais dire, il y a besoin de transcrire un règlement de l'anglais vers le français, vous avez des compétences particulières, c'est votre activité professionnelle, vous le faites et vous vous faites indemniser par la structure, c'est possible, mais ça fait l'objet d'une convention et cette convention est portée à la connaissance des autres administrateurs, des autres partenaires et des adhérents. Voilà ce que cela veut, ce que cela veut dire. Alors ça, c'est ce qui a été, je vais dire, ajouté à ce qui existait auparavant. Bon là, je vais aller vite parce que après là c'est une liste. De toute façon, si vous ne l'avez pas reçu, vous le recevrez le PowerPoint. Il n'y a pas de. Mais dans l'annexe, on va retrouver donc le tableau des immobilisations, alors qui va être dissocié du tableau des amortissements. On va voir ces éléments-là dans le bilan, mais de façon globalisée. Là, on a bien les deux tableaux avec les variations qu'on n'aura pas dans le bilan. Si vous sortez des immobilisations, ben dans les annexes, on va voir qu'il y a eu un matériel informatique qui est obsolète, qui figurait dans les comptes depuis 10 ans, on ne l'a plus. À un moment, faut le sortir, faut que ces comptes soient le plus propre possible. Voilà, donc ça, c'est déjà, c'est les premières... les premiers, on va dire, tableaux, et il me semble qu'il doit y avoir un modèle d'annexe qui vous a été envoyé, je ne sais plus. Ouais. Si j'avais envoyé les deux documents. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, bon, après, c'est spécifique, après les frais d'établissement, enfin bon, ça, c'est... donc, je parlais tout à l'heure, les opérations de crédit bail, s'il y a quelque chose de particulier. Comment a été faite l'évaluation des stocks ? C'est le dernier entrée, premier sorti, où on reprend bien les factures d'origine pour valoriser les stocks. Le tableau des créances et des dettes classées selon la durée restant à courir, ça c'est une information qui va permettre aux administrateurs de s'apercevoir peut-être qu'il y a des factures clients qui ne sont pas réglées depuis 1 an, et qu'on court après la trésorerie pour payer les salaires à la fin du mois, alors qu'il y a plein d'argent dehors. Voilà, c'est pour avoir ce niveau d'information aussi. Je force le trait exprès. Donc là, bon, les variations des fonds associatifs. Donc, dans les annexes, on va avoir un tableau de suivi des provisions. Également, les fonds dédiés. Alors, les subventions de fonctionnement non encore affectées, bon, ça, j'en ai jamais vu, parce qu'en général, les subventions de fonctionnement, on les enregistre en fonctionnement en 74. Les legs, bon, ça, on a vu si on a... Les suivis de subventions d'investissement. Alors, l'explication du report à nouveau, et le résultat et son affectation. Alors, je vais certainement ouvrir une porte ouverte, mais normalement, l'Assemblée générale, quand le trésorier présente les comptes, enfin quand les comptes sont présentés à l'Assemblée générale, l'Assemblée générale doit affecter le résultat. Alors, bien souvent, ce formalisme-là n'est pas fait, ce qui n'empêche que quand on reprend comptablement les écritures, donc le résultat il va se trouver en contre-report à nouveau. Mais si l'Assemblée générale, vous avez un gros excédent et il est décidé par l'Assemblée générale d'affecter une partie de ce résultat à une opération bien particulière, eh bien le vote de l'Assemblée générale et il vaut décision, et cette somme-là qui va être affectée à une opération bien particulière ne pourra pas être récupérée pour autre chose que ce pourquoi le résultat a été affecté.
Pour le cas, enfin bon, je sais pas, enfin les autres fédérations, moi au niveau du tir à l'arc, il y a une partie du résultat depuis 3 ans qui est affectée pour l'organisation de grands événements. Mais c'est l'Assemblée générale qui valide cette proposition des administrateurs. Donc là, on est donc produit et charges imputables à un autre exercice. Donc là, on est sur tout, on disait les écritures de régularisation, et tout ce qui est charges et produits constatés d'avance, les produits à recevoir et charges à payer. Là aussi, alors, ou dans l'annexe, on met le global, ou on peut y mettre le détail. Le détail des dettes, enfin le détail, une information sur les dettes fiscales et sociales. Et non, bon, ça c'est. Et voilà. Et moi j'ai fini. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Un peu. C'est vrai que le sujet est un peu technique. Après, mais voilà, moi l'objectif, bon, c'est pas de faire de vous des comptables. Là-dedans, il y a certainement des éléments que vous allez pouvoir utiliser pour vos comptes. Et si vous avez des questions qui reviennent après coup, faut pas hésiter à repasser par Sarah ou Quentin ou Gdos pour poser vos questions. Mais déjà, si vous en avez là, n'hésitez pas. Non, ça va. Et j'ai tenu les 2 heures, même moins, 1h55. Quel timing. Très bien. Non, ça va, merci. Bah, oui. Merci beaucoup, oui. Un peu technique, un peu. Bon, nous aurons la copie du... Oui. D'accord. Je vous envoie la copie demain de la présentation. Parce que je n'ai pas touché. Ça fait un bon rappel. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. À la prochaine, au revoir. À la prochaine. À la On prochaine. vous donnera les informations aussi pour la prochaine. On n'a pas encore trop de visu sur la manière dont ça va se dérouler, donc on viendra vers vous pour les informations sur ce prochain module. Ok, bah merci Joyeux beaucoup. Noël, bonne soirée. Bonne fête. Au revoir. Bonne Bonne fête de fête fin de d'année. fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.